Donc, je suis Françoise Opardi. Je vais vous présenter mon sujet de CSE qui est sur la sécurité et la surveillance des élèves. Donc, mon introduction. Donc, le dossier présenté traite de la sécurité et de la surveillance des élèves. En effet, le document 1, extrait de la circulaire du 18 septembre 1997 concernant la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et primaires, rappelle que l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves avec une obligation de surveillance. Le document 2, extrait d'un article de presse Les petits bobos quand la récré tourne mal, nous rappelle d'ailleurs les tensions que peuvent engendrer un bobo durant la récréation sur la relation parent-professeur. Cette relation pourtant très importante dans le cadre scolaire. Enfin, le document 3 prescrit les dispositions réglementaires en matière de surveillance des élèves. À partir de ces documents et de mes connaissances personnelles, nous verrons donc d'une part quelles sont les obligations relatives à la sécurité et à la surveillance des élèves, ensuite quelle doit être l'attitude à adopter lors de la surveillance des temps de récréation, et enfin comment réagir quand un élève se plaint d'avoir mal suite à une chute. Donc quelles sont les obligations relatives à la sécurité et à la surveillance des élèves? Donc il est écrit que l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Il lui appartient donc de veiller à ce qu'elle ne soit pas exposée à subir des dommages et qu'il n'en cause pas à autrui. Cette responsabilité s'étend à l'intérieur des locaux scolaires ainsi qu'à l'extérieur, dès lors que des enseignements s'y déroulent. Elle concerne les enseignants ainsi que toute personne qui participe à la mission éducative de l'école. La surveillance couvre l'ensemble des activités prises en charge par l'école, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, et toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire. Les élèves sont accueillis 10 minutes avant le début de chaque demi-journée de classe. En maternelle, ils sont remis directement aux enseignants. Les enseignants exercent la surveillance des élèves jusqu'à ce que ceux-ci soient rendus au service ou pris en charge par la cantine, la garderie, enfin le périscolaire. Là, ça appartient donc à la municipalité. En maternelle, la surveillance se poursuit jusqu'à la remise directe aux parents ou aux personnes désignées. Lors d'une sortie individuelle, c'est le directeur qui autorise la sortie individuelle d'un élève pendant le temps scolaire pour recevoir des soins spécialisés ou des enseignements adaptés, avec présence d'un accompagnateur. La sortie en groupe, donc à l'occasion des sorties scolaires, la surveillance reste constante pendant le trajet et pendant l'activité. Il incombe au directeur de l'école d'organiser l'accueil et la surveillance des élèves. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes du matin et de l'après-midi et pendant la récréation est défini en conseil des maîtres. D'ailleurs, un roulement de maître est organisé à cet effet. Les intervenants extérieurs peuvent par ailleurs se voir confier la surveillance d'un groupe d'élèves. Concernant donc l'organisation de la surveillance, les modalités retenues pour assurer doivent être adaptées en fonction donc du nombre d'élèves, de la configuration des lieux, du matériel et de la nature des activités. Enfin, dès qu'un enseignant constate qu'une personne responsable d'une activité scolaire constate donc une absence, il en informe le directeur d'école qui prend contact immédiatement avec la famille ou les responsables de l'élève. Donc, concernant l'attitude à avoir pendant le temps de récréation, donc l'exercice de cette fonction implique au professeur des écoles une surveillance continue et exclusive de toute autre activité personnelle pendant la totalité du temps de récréation. Sans nier, bien entendu, le caractère fortuit de certains incidents ou accidents, on peut imaginer qu'un certain nombre d'entre eux pourraient être évités par une surveillance plus active des cours de récréation. Aussi, si l'enseignant ne peut anticiper une réaction imprévisible ou brutale, il doit mettre en œuvre toutes mesures de prévention nécessaires et maintenir une surveillance effective et vigilante de l'ensemble des lieux mis à disposition. Aussi, même si un enseignant peut s'asseoir ponctuellement, on peut tout de même penser qu'un maître de service assis durant toute la période de récréation ne renvoie pas à l'enfant l'impression d'une vigilante disponibilité. L'important est donc de se sentir en service actif et que l'enseignant puisse parcourir sa zone de surveillance pour marquer sa présence et réagir en cas de besoin. L'obligation du maître s'attache aux moyens mis en place. Ce n'est pas une obligation de résultat. Là encore, dû au fait que certains incidents sont complètement imprévisibles. Cependant, lorsqu'un problème survient, la réaction de l'enseignant doit être immédiate.
En cas de querelle, d'incident ou de jeu dangereux, il s'attachera notamment à rappeler les règles de savoir-vivre, le règlement intérieur ou d'autres notions plus simples. Enfin, en cas d'accident, son intervention doit être rapide et efficace. Il doit être capable d'informer sa famille et au moindre doute avoir recours aux services compétents type SAMU, les dommages corporels pouvant être internes. Concernant la responsabilité des enseignants, donc au regard du Code civil, l'institution scolaire est responsable des enfants qui lui sont confiés. La responsabilité des enseignants se substitue alors à celle des parents. Et si le statut de la fonction publique assure à l'enseignant un certain nombre de garanties, et en particulier la substitution de la responsabilité civile de l'État en cas de poursuite pénale, indemnisation des victimes par exemple, il n'en demeure pas moins que les règles du Code pénal s'appliquent à lui comme à tout autre citoyen. Aussi, l'enseignant peut être poursuivi devant un tribunal pour faute qualifiée dans l'exercice de ses fonctions, comme le défaut de surveillance. Ainsi, la responsabilité des enseignants peut être engagée à deux endroits. D'une part, le défaut de surveillance pouvant occasionner une faute personnelle si il est de service et qu'il se produit un dommage, et que donc on peut mettre en évidence qu'il n'était pas en service de surveillance active. Et enfin, le défaut dans l'organisation de la surveillance. Là, ça concerne le directeur d'école, pouvant ajouter à une faute dans l'organisation du service. L'organisation de la récréation doit, en plus des contraintes énoncées plus haut, mettre en œuvre donc les mesures nécessaires qui évitent l'agressivité. Et si le directeur estime qu'un endroit peut être dangereux dans la cour, il en informe le maire par courrier. Il en informe également son inspecteur des circonscriptions. Et si vraiment ces aires de jeu peuvent présenter un danger, il les interdit ou il met une règle de sorte qu'elles ne soient plus dangereuses. Donc comment réagir lorsqu'un élève se plaint d'avoir mal suite à une chute dans la cour de récréation? Donc tout d'abord, l'enseignant va rassurer l'élève et s'assurer qu'il va bien. Ensuite, il faut rapidement prévenir le directeur d'école. Et si besoin, il faudra faire venir le SAMU. Mais de toute façon, en cas de doute, il faut prévenir le SAMU, le professeur des écoles n'ayant aucune compétence médicale. Enfin, l'enseignant ou le directeur se chargera de prévenir les parents en les rassurant au mieux. Par ailleurs, le professeur des écoles, avec le directeur, vont assez rapidement devoir remplir une déclaration d'accident, si donc il y a besoin d'une intervention extérieure. Donc, les modalités de communication du rapport d'accident doivent satisfaire une exigence de réactivité maximale de la part de l'administration. Il convient notamment de ne pas surrajouter au contexte émotionnel suscité par l'accident des contraintes de procédure fastidieuses voire abusives pour les parents de l'élève victime. Il revient dans cette optique au directeur d'école d'établir un rapport d'accident dans les 48 heures à l'attention de l'autorité hiérarchique, l'IEN, lorsqu'un élève a été victime d'un accident dans le cadre scolaire. Ce rapport est établi en 2 exemplaires, un pour l'école donc et un pour l'IEN. Ce rapport, auquel sont joints les témoignages, doit être le plus complet possible et permettre d'établir de manière précise et détaillée les circonstances exactes de l'accident. Il peut être transmis aux familles sous réserve bien entendu d'occulter les mentions mettant en cause des tiers, notamment l'identité des témoins, ainsi que celles couvertes par le secret de la vie privée, telles que les noms, adresses et coordonnées d'assurance des parents de l'enfant auteur. Lorsque les parents des élèves en cause, que ces derniers soient auteurs ou victimes en font la demande, le directeur d'école a l'obligation de leur communiquer le rapport d'accident dans un délai raisonnable. Par ailleurs, les compagnies d'assurance qui ont reçu une autorisation express donnée à cet effet par les familles peuvent également en être destinataires. Pour information, il faut conserver en fait cette déclaration d'accident jusqu'aux 21 ans de l'élève. Donc il appartient au directeur de l'école de mettre en œuvre un mode de conservation des documents relatifs aux accidents scolaires qui respectent ces délais. Ensuite, il faut prévenir les parents. L'accident subi par un élève est toujours une expérience traumatisante pour les familles qui attendent de l'institution scolaire un accompagnement psychologique et matériel à la mesure de la gravité de l'événement. Les problèmes de nature juridique relatifs, notamment aux questions de responsabilité, ne doivent pas occulter cet enjeu primordial pour les familles usagers du service public. Les parents ou le représentant légal de l'élève concerné reçoivent l'aide et les conseils nécessaires pour faciliter les démarches consécutives à l'accident
dont leur enfant a été victime. D'ailleurs, il est souhaitable qu'ils soient reçus par le directeur des écoles, afin de s'assurer qu'ils disposent d'une prise en charge correcte de leur enfant, notamment par les compagnies d'assurance. Donc, si on prend l'exemple d'un rapport d'accident, donc ils vont déjà dans le rapport d'accident, on va demander si c'est un accident qui a eu lieu en EPS ou non. Donc ensuite, on va demander localisation de l'accident, la nature, le nom du médecin, certificat médical, des renseignements concernant la victime, son nom et son prénom, sa classe, son adresse, a-t-il un régime d'assurance sociale. Ensuite, il y aura aussi un rapport de l'agent responsable de la surveillance, donc renseignements concernant l'agent. Questions aussi relatives à l'accident, donc le jour, l'heure, lieu de l'accident, le moment, où se trouvait l'agent au moment de l'accident, que faisait-il, exerçait-il une surveillance active, effective, a-t-il pu anticiper cet accident ou aurait-il pu l'anticiper? A-t-il vu l'accident se produire? La victime pratiquait-elle une activité autorisée ou interdite? L'accident était-il imputable à un état défectueux du terrain local, des installations? L'accident a-t-il été causé par un tiers ou non? Voilà. Et les mesures aussi prises après l'accident. La victime a-t-elle été soignée rapidement? Oui, par qui? Enfin voilà, ce genre de choses. On peut même mettre un croquis qui va même être indispensable si l'accident a lieu en EPS. Et ensuite, il y aura des témoignages, des témoins qui ont vu l'accident, à l'exception de l'agent chargé de la surveillance qui ne peut se constituer comme témoin. Voilà, fin de l'exposé.